Autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Autour d'un pancake. Aujourd'hui, on va se consacrer aux étoiles, aux planètes et même au monde encore inconnu. Oui, le 20 septembre prochain, le théâtre du Crochetan à Montaix accueille un invité de renom, Michel Mayor, prix Nobel de physique et premier découvreur d'une exoplanète. Sa conférence, organisée dans le cadre du Festival d'astronomie et des 20 ans d'Astro Chablais, promet d'ouvrir de nouvelles fenêtres sur l'univers. Et pour en parler, on a le plaisir de recevoir Stéphane Davet, qui est astrophysicien et président d'Astro Chablais. Ensemble, on va revenir sur la fascination que suscitent les exoplanètes, sur les avancées aussi de l'astrophysique. Bien sûr, on va parler de cette conférence exceptionnelle qui s'annonce. Salut Stéphane. Mais bonjour. Comment ça va? Mais magnifique, merci. Autour d'un pancake. Parce que c'est plus convivial que papoter. Peut-être que pour commencer, tu pourrais nous expliquer simplement ce que c'est une exoplanète. Alors, tout le monde connaît les planètes, bien évidemment. Ce sont donc des corps qui orbitent autour du Soleil. D'accord ? Bon, il y a 2-3 petites variantes aussi pour bien définir une planète. En fait, il y a 3 critères. Mais disons que le critère principal, c'est celui-ci. Il faut quelque chose qui tourne autour du Soleil. Et puis une exoplanète, c'est tout simplement le même genre d'objet, mais qui ne tourne pas autour du Soleil, mais qui tourne autour d'une étoile, d'une autre étoile que le Soleil, qui d'ailleurs est une étoile. Voilà. Mais effectivement, si on trouve une étoile dans le ciel autour duquel tournent des planètes, on appelle ça des exoplanètes. Elles sont autour d'un autre système solaire. Enfin, non, c'est pas des soleils, mais... Alors, on appelle ça justement des systèmes planétaires. Effectivement, c'est un autre système planétaire que le système solaire. Et puis donc, Michel Mayor a été le premier à découvrir une exoplanète avec Didier Queloz, à l'époque, c'était en 95. Exactement. Ouais. Une exoplanète qui s'appelle 51 Pégasi B. Exactement. C'est chou, je trouve, ces petits noms qu'il leur trouve. En fait, 51 Pégasi, c'est le nom de l'étoile. Ok. Et B, c'est la lettre qui détermine la planète. Ah voilà, tout s'explique. Et ça a fait énormément avancer la recherche d'avoir fait cette découverte. Quelles sont aujourd'hui les grandes tendances ou les découvertes les plus marquantes qui ont pu marquer justement depuis 1995 ? Alors déjà à l'époque on a découvert cette exoplanète, cette première exoplanète, c'était vraiment un ovni entre guillemets, si on peut utiliser ce terme-là, dans le sens que c'était une grosse planète du type Jupiter, donc même un peu plus grosse que Jupiter, qui orbitait autour de l'étoile 51 Pég toutes les 3 jours. Donc c'était un objet extrêmement proche de l'étoile et extrêmement gros. Mm-hmm. Et donc c'est quelque chose c'était à l'époque on pensait que ça serait impossible de trouver un truc pareil. Et puis parce que simplement les grosses planètes, on avait déduit de notre système planétaire que normalement ces planètes gazeuses devaient se former loin de l'étoile parce que le gaz sinon il était soufflé vers l'extérieur et donc on pouvait pas accumuler du gaz tout près de l'étoile. Et puis voilà, donc on s'est dit de toute façon ces objets-là on peut pas les trouver tout près de l'étoile, ça sera très loin, donc ça sera très difficile. Et Michel Mayor, la grande force qu'il a eue, c'est de sélectionner des étoiles potentiellement qui pouvaient accueillir ce genre d'objet. Et donc en fait c'est pour ça qu'ils ont fait la première découverte. Et ils étaient eux-mêmes très très surpris d'arriver à trouver cet objet. Et puis maintenant, les grandes avancées, c'est qu'en fait, ces objets massifs, on peut les découvrir beaucoup plus loin, de manière beaucoup plus lointaine de l'étoile. C'est-à-dire à des distances de l'ordre de la distance de Jupiter au Soleil, par exemple. Et puis, de manière un peu plus proche, on peut découvrir maintenant des planètes qui sont pas des énormes planètes comme Jupiter, mais des planètes beaucoup plus petites, par exemple des planètes type Terre, et qui sont assez proches de l'étoile. Et donc, c'est aussi des objets très intéressants parce que ce sont éventuellement des objets qui pourraient accueillir de la vie. Donc maintenant, actuellement, la grande course au niveau de la recherche et des découvertes, ça serait de découvrir une exoplanète de type terrestre avec une signature, parce qu'on est maintenant capable d'étudier, de discriminer dans l'atmosphère de ces exoplanètes des traces de molécules. On est capable de savoir quelles sont des molécules ou la composition de ces atmosphères. Et si on trouve par exemple une atmosphère d'une exotère
qui contiendraient de l'oxygène, par exemple, ou de l'ozone, qui sont ce qu'on estime des signatures ou des signatures de la vie, bien, ça serait juste extraordinaire de dire, voilà, pour l'instant, on a trouvé des exoplanètes, mais on n'a encore pas trouvé une autre vie ailleurs que sur notre planète. Donc ça serait extraordinaire. Justement, 30 ans plus tard, on a découvert des milliers maintenant d'exoplanètes. Il y a cette fameuse question de sommes-nous seuls dans l'univers? Alors on espère qu'on pourra avoir une réponse. Qu'est-ce que nous apprennent ces exoplanètes justement sur notre univers? Alors effectivement, on en a trouvé des milliers maintenant. Alors, je ne sais plus combien on en est actuellement. On est à plus de 6000 exoplanètes découvertes. Beaucoup, ce sont des grosses planètes parce que c'est aussi un biais de la manière dont on découvre ces planètes. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter un petit peu. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en fait, il y a énormément de planètes. Ça veut dire aussi que maintenant, pratiquement, dès qu'on regarde une étoile et puis qu'on applique nos méthodes de détection de planètes, dans beaucoup de situations, on découvre des planètes. Il y a déjà beaucoup d'étoiles. Imaginez-vous qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. C'est énorme. 200 milliards, il faut imaginer que si vous prenez une grande baignoire de 1 mètre sur 1 mètre, je dirais, de contenance, eh bien, si vous remplissez ce récipient de sable, c'est le nombre de grains de sable qu'il y aurait là-dedans. Donc ça veut dire des étoiles dans notre galaxie, il y en a un nombre pratiquement infini. Alors c'est pas infini, c'est 200 milliards, mais voilà, on joue un peu sur les termes. Mais autour de chacune de ces étoiles, il pourrait y avoir une, voire plusieurs planètes. Donc c'est gigantesque le nombre de planètes. Et ça a été une grande surprise aussi de se rendre compte qu'en fait, on pensait que le système solaire était un peu quelque chose d'exceptionnel dans l'univers, que notre planète était exceptionnelle encore plus dans le système solaire. Mais en fait, on se rend compte que la révolution copernicienne qui nous a fait perdre le centre de l'univers, finalement, nous dit là, il n'y a pas qu'un seul système planétaire, il y en a plein. Et parmi tous ces systèmes planétaires, il y a aussi plein d'objets, plein de planètes qui ressembleraient à la Terre. Et donc, voilà, parler de la vie, on n'attend plus que la découverte maintenant. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est une question qui nous hante un petit peu depuis des années, ça, de savoir est-ce qu'on est vraiment seul dans l'univers. Quand on parle de si grands chiffres, c'est difficile de se dire que vraiment on n'est que les seuls. Alors, oui, mais c'est toujours ce problème des statistiques. J'en parlais avec Michel Mayor, d'ailleurs, il y a la dernière fois qu'on s'était vus, et je me souviens d'une question aussi du public qui demandait, mais vu le nombre extraordinairement grand d'objets de ce type, d'objets de Terre ou d'exotères ou des systèmes planétaires, est-ce qu'on pourrait pas dire qu'avec certitude, il y a de la vie ailleurs? Et la réponse, elle était rigolote parce que Michel Mayor a dit, voilà, l'euro-million l'autre jour, alors c'était pas des milliards, mais il y a quand même des dizaines de millions de personnes qui jouent, et des fois, il y a personne qui gagne. Donc, il y a même souvent personne qui gagne. Alors, ça veut pas dire que s'il y a beaucoup, il y a plus de chances, bien sûr, mais ça veut pas dire que forcément il y a. Mais bon, là maintenant, on est à... Je pense qu'on peut dire qu'il y a des centaines de milliards d'exoplanètes dans la galaxie. Oui. Donc, et puis des milliards de galaxies dans l'univers. Donc, des centaines de milliards dans l'univers. Donc, je veux dire, à un moment donné, ces énormes chiffres, ces nombres gigantesques, je veux dire, laissent peu de place au doute. Pour moi, je serais extrêmement surpris qu'il n'y ait pas quelque chose d'autre ailleurs. Maintenant, de là à découvrir, c'est un autre problème. Oui, parce que c'est bon. On n'arrivera pas à le découvrir. Ou bien alors, parce que même si on trouve ces marqueurs de la vie que sont l'oxygène, l'ozone et d'autres dans l'atmosphère de certaines exoplanètes, on pourra jamais, parce qu'on pourra toujours se dire oui, mais en fait c'est peut-être un autre processus qu'on ne connaît pas encore qui fait qu'on a ça dans cette atmosphère. Donc on pourra jamais être sûr à 100% sans avoir vraiment un contact beaucoup plus direct. Et malheureusement ça, c'est quand même beaucoup plus difficile. Ou alors si ça se trouve, on le sait déjà puis on nous le cache. Oui, alors bon. Oh là, le complotiste. On va quitter la théorie du complot, mais tu le disais avant, comment on fait pour détecter une exoplanète alors aujourd'hui? Comment on peut savoir qu'on n'arrive pas à les voir? Alors, exactement. Donc ça, c'est aussi une grande
question souvent du public qui se dit mais pourquoi on nous dit qu'on les voit pas mais on les détecte. En fait, c'est lié à différents phénomènes. Il y a essentiellement 2 grandes méthodes de détection des exoplanètes. La première méthode, c'est par ce qu'on appelle la vitesse radiale. Alors, je vais pas faire à la radio, c'est pas évident comme ça de l'expliquer si on n'a pas un schéma, mais je peux vous l'expliquer assez simplement quand même. Si vous avez un objet qui tourne autour, par exemple, imaginons Jupiter qui tourne autour du Soleil, eh bien, Jupiter, quand il tourne autour du Soleil, il va un tout petit peu aussi déplacer le Soleil. Le Soleil va pas tourner autour de son centre sans bouger du tout. Il va être un tout petit peu décalé vers Jupiter quand il tourne. Et donc, le Soleil, il a un tout petit mouvement d'aller-retour si on le regarde par la tranche. Et donc, si l'objet Jupiter en l'occurrence était beaucoup plus proche de l'étoile, cet effet serait beaucoup plus grand. C'est pour ça qu'on a commencé à détecter des objets gros proches de l'étoile, parce que cet effet augmente avec la taille de l'exoplanète et avec la proximité de l'exoplanète de son étoile. Donc Michel Mayor, il a trouvé un candidat idéal parce que l'étoile en question, elle bougeait pas mal sur autour de son centre lorsque l'exoplanète tournait autour d'elle. Et puis maintenant on se dit mais alors bon, elle bouge un tout petit peu, effectivement, elle bouge en moyenne de quelques dizaines de mètres par seconde. Ça fait quelqu'un qui court grosso modo. Donc ça fait pas beaucoup. Mais il y a un phénomène physique qu'on appelle l'effet Doppler. Et ça, tout le monde le connaît, cet effet Doppler, mais personne ne sait que ça s'appelle l'effet Doppler. Quand vous avez une voiture qui vous passe devant, la voiture elle s'approche à bord de vous, elle vous passe devant puis après elle repart. Si vous écoutez bien, vous entendez, je vais vous faire le bruit parce que c'est bien à propos, ça fait... Ça c'est l'effet Doppler pour le son. Le son est plus aigu quand un objet qui fait du bruit s'approche de vous. Et puis quand cet objet qui fait le même bruit s'éloigne de vous, le son, il est plus grave. Vous avez le même effet avec l'ambulance. Pam, 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 etc. Oui. Et plus la vitesse est grande, plus l'effet est grand. Donc maintenant, ce phénomène pour le son, il est le même pour la lumière. Donc si maintenant vous regardez une étoile autour de laquelle vous pensez qu'une exoplanète tourne, si vous le regardez par la tranche, c'est-à-dire où vous voyez l'étoile qui s'approche et qui s'éloigne de vous, de manière périodique, vue à cause de la période de la planète qui tourne autour, vous allez voir en fait la lumière de l'étoile, quand elle s'approche de vous, elle est un petit peu plus vers le bleu, puis quand elle s'éloigne de vous, elle est un peu plus vers le rouge. Donc vous allez voir en fait une fluctuation de la couleur de l'étoile, qui est un petit peu plus rouge, un petit peu plus bleu, un petit peu plus rouge, un tout petit peu plus bleu, etc. Okay. Et ça traduit la présence d'un corps qui tourne autour. On voit pas le corps qui tourne autour, mais on sait que l'objet qui tourne autour a une certaine période, qui tourne tous les 3 jours, 4 jours, une semaine, que cet objet a une certaine masse, parce que la masse influe aussi sur l'effet. Et donc on commence à avoir plusieurs informations. C'est comme ça que Michel Mayor a fait en 1995 avec 51 PEG. Et puis il y a une deuxième méthode, c'est la méthode, alors peut-être un peu plus intuitive, des éclipses. C'est-à-dire que l'éclipse de soleil, vous connaissez tous, la lune passe devant le soleil, il n'y a plus de lumière du tout du soleil pendant quelques minutes parce que toute la lumière est captée par la lune. Mais vous pouvez aussi avoir des transits dans le système solaire, par exemple Vénus qui passe devant le soleil, puis on peut voir un petit point noir qui se déplace sur le disque solaire si vous prenez un petit télescope solaire. Vous pouvez aussi avoir des exoplanètes qui passent devant leur étoile. Vu de notre point de vue à nous, alors il faut des circonstances un peu particulières, de nouveau il faut que ça soit un peu par la tranche, de manière à ce que l'exoplanète passe devant. Alors on n'arrive pas à voir l'ombre de l'exoplanète sur l'étoile, bien sûr les étoiles elles sont ponctuelles, elles sont trop éloignées, mais par contre on va détecter une diminution de luminosité de l'étoile. C'est-à-dire que l'étoile, elle a une certaine luminosité standard, puis tout d'un coup, hop, on détecte une mini-luminosité de peut-être 2 ou 3% de moins en luminosité, et puis ensuite ça remonte. Et puis, après on peut se dire, c'est autre chose, mais si ce phénomène se reproduit périodiquement tous les temps de temps, toutes les semaines, tous les 3 jours, toutes les 2 semaines, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, qui serait du genre une exoplanète qui tourne et qui passe chaque fois devant le disque. Voilà, et il y a un satellite maintenant dans l'espace, Kepler, et il y a d'autres aussi satellites qui sont dédiés justement à
à l'observation des étoiles et notamment de leur luminosité pour justement pouvoir détecter ces exoplanètes. Et puis bien sûr les scientifiques ils ont eu l'idée d'utiliser encore plein d'autres effets pour détecter ces exoplanètes, mais grosso modo ces deux méthodes c'est 98% de la détection des exoplanètes actuellement. Et puis bon, vous avez peut-être vu le James Webb Telescope, le nouveau télescope spatial, il a pu faire il y a quelques temps maintenant une des premières photos d'exoplanètes parce qu'il a un moyen de cacher l'étoile pour diminuer la luminosité de l'étoile et ce qui permet de voir l'exoplanète. C'est assez exceptionnel parce que imaginez-vous bien que de voir une exoplanète à côté d'une étoile, c'est comme voir une luciole à côté d'un phare, et puis ça à 200 km. Donc normalement c'est pas possible. Mais si on a la technologie de cacher l'étoile pour mettre en évidence un tout petit truc tout faible à côté. Voilà. Grosso modo, voilà. Avec ça, on a à peu près la totalité des détections d'exoplanètes. Ouais, c'est hyper intéressant. Puis les métaphores que tu donnes, elles sont très claires. Donc ça nous permet de comprendre à nous qui sommes complètement novices en la matière. Michel Mayor, c'est vrai que c'est une véritable référence. Il a eu un prix Nobel de physique. Il est donc pionnier dans la découverte de ces exoplanètes. Qu'est-ce que sa venue représente pour un festival comme celui d'Astro Chablais que vous organisez cette année ? Alors c'est fantastique, c'est clair, c'est une carte de visite énorme pour notre festival. Michel Mayor, il a une relation assez particulière avec Astro Chablais. Déjà, il est natif de Aigle, de Aigle, donc il est aiglon, donc il est chablaisien déjà. Je suis pas sûr, mais je pense que ça doit être le premier chablaisien qui reçoit un prix Nobel, que ça soit de physique ou autre. Donc déjà, extraordinaire. Avec Astro Chablais, aussi un lien particulier parce que c'est lui qui est venu faire la conférence inaugurale il y a 20 ans d'Astro Chablais, donc fantastique. Et puis, il y a 10 ans, pour les 10 ans d'Astro Chablais, il est venu également. C'était lui que j'avais demandé qu'il vienne. Et à la fin de sa conférence, il m'avait dit « Ah Stéphane, super, je reviens dans 10 ans. » Du coup... Il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse. Et je dois dire que dans l'intervalle, il a reçu le prix Nobel. Et je me suis dit « Aïe, 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 ça va être difficile de l'avoir. » Et je me souviens lui avoir envoyé un mail il y a 5 ans pour fixer la date. Pour lui dire, est-ce que tu es toujours d'accord de venir en 2025 ? Et il m'avait écrit, dans 5 ans, point d'exclamation, on va en reparler. A priori, oui, mais on en reparlera. Et il a été bien sûr trop génial. Et il vient et c'est fantastique d'avoir quelqu'un comme ça. Pour nous, ça fait venir du monde, bien évidemment, pour Astro Chablais, de se faire connaître plus dans la région, parce que bien sûr, on a des activités depuis 20 ans, mais on n'est pas non plus une association qui est tout le temps, je dirais, sur le pont au niveau médiatique. On a nos conférences, on a pas mal de gens qui viennent, on a disons 30 et 50 personnes qui viennent à nos conférences, ce qui est pas mal pour des conférences d'astro et de sciences, hein. C'est pas quelque chose d'habitude qui attire les foules. Alors là, Michel Mayor, c'est pour le domaine des sciences, notamment de l'astronomie. C'est un peu notre Formule 1, quoi. Donc c'est génial pour nous. Tu parles du public, Stéphane Davet. C'est quel public qui est visé par cette conférence de Michel Mayor ? Alors c'est vraiment du grand public. Lui, il a l'habitude de faire des conférences grand public pour tout le monde. Donc ça va s'adresser autant aux jeunes, je dirais, à partir de 7-8 ans jusqu'à des personnes plus âgées. Il n'y a pas de limite d'âge. Vraiment, il a une conférence qui peut être lue je dirais, à plusieurs niveaux. Donc les gens qui connaissent déjà quelque chose, ils vont avoir aussi de quoi se nourrir durant cette conférence, parce qu'il va de ce que j'ai pu me rendre compte dans ces conférences, il a toujours certaines slides de sa présentation qui est un petit peu plus technique, qui va s'adresser plus à des gens qui connaissent un petit peu mieux, et puis ensuite on revient sur des choses beaucoup plus générales pour le grand public, et il arrive comme ça à prendre un peu tout le monde, et voilà, il est vraiment super, quoi. C'est top. On sent chez toi une véritable passion. T'es le président d'Astro Chablais. Tu te rappelles comment ça a commencé, cette passion pour les étoiles ? Alors, j'ai pas de précisément de souvenirs, mais de ce que
plutôt de ce que je me souviens, c'est qu'il y a une période de ma vie où j'étais assez intéressé par plein de choses. J'ai toujours été très curieux. Et puis, il me semble être tombé une fois ou l'autre sur un magazine avec des magnifiques images astronomiques. Et puis, c'est là que je me suis dit, ah mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est ça, cet objet, une galaxie, ou je sais plus exactement, hein, une nébuleuse. Je dis, mais c'est incroyable, c'est dans le ciel ça. Puis je me disais, mais c'est dans le ciel, puis j'ai jamais vu. C'est quand même incroyable, alors que je suis là, puis j'ai jamais tellement observé le ciel. Je vois des fois des étoiles, évidemment, mais et puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à m'intéresser, à me dire, mais qu'est-ce que c'est. J'ai trouvé les magazines Ciel et Espace là, voilà, c'est quelque chose de fantastique à l'époque. J'ai commencé à acheter un peu ce genre de magazine, à m'intéresser au ciel, à regarder les constellations. J'ai reçu des livres. J'ai reçu un petit télescope, je me souviens, qui faisait en plastique, et qui faisait, je pense, 30 cm de long, avec un livre. Et puis j'ai commencé à observer ça chez mon grand-papa au domaine des Barges, dans le Chablais, là. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai eu envie de faire ça. J'ai fait des études. Après, j'ai fait le collège dans l'idée de faire ensuite de l'astrophysique. Et puis voilà, c'est ça que j'ai fait. Et tu pratiques toujours aujourd'hui? Tu as des possibilités de continuer parce que là aujourd'hui tu es enseignant donc au collège de maths et sciences, sauf erreur. Voilà, c'est ça? Maths et physique. Maths et physique, oui. Et ça te nourrit suffisamment de rester dans ce domaine-là avec les jeunes? Oui, alors c'est fantastique parce que je me retrouve moi un peu quand j'avais leur âge, quoi. Donc j'anime le groupe astronomie du collège. Fantastique, il y a des jeunes extraordinaires là-dedans qui sont d'ailleurs qui seront là durant le festival astronomique. C'est eux qui vont gérer le petit stand nourriture qu'on va mettre en place. Donc ça sera aussi pour eux un petit peu d'argent pour pouvoir financer d'éventuelles sorties qu'on fait dans des observatoires ou autres, ou un nouveau télescope ou ce genre de choses. Mais c'est fantastique, ces jeunes, ils adorent ce que l'astronomie. Moi, je leur parle de plein de choses. Ils sont contents, ils posent des questions. Donc vraiment, cet aspect-là d'enseigner au collège, c'est un plus énorme pour pouvoir avoir des contacts avec des gens qui sont passionnés, ça c'est certain. Et puis dans le cadre du comité, j'ai pas mal d'anciens du groupe Astro évidemment qui sont avec moi au comité d'Astro Chablais, qui m'aident pour faire toutes ces animations, ces conférences et tout ça, parce que ils ont, je sais pas si c'est moi qui leur ai donné la petite fibre pour l'astronomie, mais disons que voilà, on est des passionnés et on est tout content. Et donc, moi, je participe comme ça à ces projets-là. Je peux malheureusement plus observer parce que je suis atteint d'une maladie dégénérative de la rétine qui fait que je ne peux plus malheureusement plus observer le ciel. Je peux plus dans un télescope, ça va plus tellement non plus. Mais voilà, disons que je fais des conférences encore malgré tout. Donc, je sais ce que je montre, les images, je les ai en moi et je suis très content. Voilà. Il y a cette volonté, on l'entend, on sent toute cette passion que tu as à parler d'astronomie, cette volonté aussi de vulgariser l'astronomie, de la rendre accessible à tous. Mais oui, parce que disons que l'astronomie, c'est vrai que c'est une science qui marche particulièrement bien pour la vulgarisation. Parce que les gens, quand on leur parle d'espace, ils sont tout de suite ils sont tout de suite là, ils sont tout de suite contents, ils sont tout de suite à poser des questions. Si je parlais de microtechnique, je pense pas ou de physique des particules ou de physique nucléaire, peut-être ça serait moins prenant, disons, pour la vulgarisation. Donc l'astronomie, c'est vrai que c'est vraiment un boulevard, quoi, pour ça. En plus, c'est magnifiquement beau. Il y a des observatoires, des passionnés partout. Il y a beaucoup dans les médias. Maintenant, on parle beaucoup d'astronomie. Bien sûr, on a aussi toutes ces annonces de missions spatiales. C'est très vite repris dans les médias. Là, on parlait dernièrement de la fameuse super fusée américaine là, de SpaceX. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez facilement, qu'on peut assez facilement prendre dans les médias, et puis qui est une réelle, un réel plus pour l'imaginaire aussi. Parce qu'on peut s'imaginer un tas de trucs, on peut s'imaginer la vie dans l'univers, qu'est-ce que l'univers, le Big Bang, ça fait rêver. Donc les gens, ils aiment rêver.
C'est un sujet qui passionne et qui questionne depuis... Voilà, on a tous besoin de savoir d'où on vient, pourquoi on est là, où on va. Enfin, c'est clair que ça fédère. Et puis les anciens Grecs, déjà, ils parlaient de ça. Donc ça veut dire que ça touche aussi plein de monde. Les gens qui sont passionnés d'histoire, ils sont aussi touchés par l'astronomie. Parce que historiquement, l'astronomie a joué un rôle important, même dans la culture, déjà, aussi au niveau de la culture grecque, culture latine, les dieux... voilà, toute la culture, elle vient aussi en fait en partie de cette observation du ciel et de l'astronomie. De tout temps, ça a fasciné l'humain. On retrouve, alors tu parles des Grecs, les Égyptiens, de tout temps, on a été fasciné par le ciel. Mais oui, mais puis, en plus à l'époque, alors on est moins fasciné entre guillemets aujourd'hui de manière autonome parce qu'aujourd'hui, il y a trop de lumière. On ne voit plus tellement le ciel, même quand on se déplace en ville. Il faut vraiment aller dans un endroit préservé au niveau de l'éclairage public ou de l'éclairage des villes pour vraiment se rendre compte de l'immensité de l'espace et de ce qu'on voit. Parce que c'est le vertige, en fait, de cette observation du ciel, de voir cette voie lactée, là, quand vraiment les conditions sont optimales au niveau d'un ciel sombre. C'est époustouflant de voir ce ciel-là. Et donc, il faut bien imaginer que ces peuples anciens, ils n'avaient pas tous ces problèmes de lumière, ils étaient époustouflés par le ciel. Ils étaient un peu écrasés par cette voûte céleste. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on a imaginé des constellations. C'était aussi d'une certaine manière pour se rassurer. En se disant, c'est quoi tout ça? En fait, mais non, mais là c'est Hercule, c'est le corbeau, là c'est le taureau. Là, on a peuplé le ciel d'objets du quotidien d'animaux du quotidien, pour un peu se rassurer, et puis aussi pour mieux comprendre, pour donner un sens en fait à tout ça. Et donc effectivement après au niveau culturel, ça a suivi quoi. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques années d'aller en Islande et de me retrouver dans un endroit où il faisait complètement nuit, vraiment au plein milieu de la nature, sans aucune lumière. Et c'est vrai que j'avais jamais eu l'occasion d'observer le ciel de cette manière-là. En plus, ce soir-là, il y avait des aurores boréales, ce qui rajoute encore à la magie. Mais c'était fou parce qu'en effet, toutes ces étoiles qu'on voit, alors qu'ici, quand on lève les yeux le soir, on n'en voit pas autant ou pas aussi intensément. C'est assez impressionnant et je trouve que le mot vertigineux que tu as utilisé, il est très parlant parce que ça donne presque l'impression qu'on pourrait tomber dedans. Oui, c'est ça. On tombe à l'envers, on tombe vers le haut à ce moment-là. Et puis c'est vraiment aussi de se dire, mais il y a tellement d'étoiles en fait, parce que là on voit que les principales quand on regarde depuis ici. Mais tout d'un coup on se rend compte que en fait, ce qu'on pensait être du vide, c'est bourré d'étoiles. Et alors là, ça devient vite incroyable, quoi. Ça nous ramène à ce qu'on est finalement petit dans l'univers. On est rien, on est une micro-poussière. Alors, je reviens sur la métaphore de l'euro-million tout à l'heure, où des fois il n'y a pas de gagnant. Ce serait dommage qu'on soit les seuls gagnants dans l'univers. Franchement, vu l'immensité, la complexité, il y a ce phénomène aussi où on espère ne pas être seul dans l'univers. Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, il y a beaucoup de gens qui n'y pensent pas du tout. Oui, beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate. Mais effectivement, quand on prend la peine d'y penser, on se dit, mais... ça serait quoi les conséquences, en fait, de la découverte, tout d'un coup, d'une autre vie ailleurs? Ça aurait quand même... C'est un autre... finalement, c'est ces fameuses révolutions... visée copernicienne où tout d'un coup on n'est plus au centre de l'univers. Et il y en a eu d'autres de ces révolutions. Quand on a découvert la première exoplanète, ça a aussi été une révolution en fait. De trouver une vie ailleurs, ça serait une révolution totale en fait. Une remise en question de l'humain en fait, qui n'est pas seul entre guillemets comme vie dans l'univers. C'est un truc hallucinant quoi. Je pense qu'on en parlera beaucoup si on trouve ça. Mais je pense que les gens en auraient plutôt... Alors je sais pas, je vois mal quelqu'un qui dira « Ah non, moi je veux pas, moi je veux qu'on soit les seuls dans l'univers. » Parce que voilà, non, je pense que les gens sont plutôt à se dire « Ah ouais, ça serait génial. » Et puis peut-être qu'on pourrait... Alors souvent après c'est « Ah oui, puis on pourra aller les voir et puis ils pourraient venir nous voir. » Alors là, malheureusement, je suis obligé un peu de doucher un peu leurs espoirs en disant « Mais vous savez... »
à la vitesse la plus importante qu'on arrive maintenant à aller. La première étoile, Proxima du Centaure, c'est 40 000 ans de voyage. Hein, donc, ah oui. C'est quand même... vous voyez, j'aime bien l'image d'un ami astrophysicien qui disait, en fait, il y a sûrement plein de vies dans la galaxie, mais c'est des vies qui sont, en fait, enfermées dans des zones qui vont pas pouvoir être franchies. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir se déplacer d'une zone à l'autre. On peut pas leur envoyer un WhatsApp non plus, ça marche pas. Alors on a envoyé d'ailleurs. Hein. Oui. Il y a eu des projets avec des télescopes, des radiotélescopes terrestres. On a envoyé des puissants signaux dans des directions où il y a beaucoup d'étoiles pour dire, bah voilà, parce que la vitesse de la lumière, la première étoile, elle a 4 années, donc ça va. Et imaginons que quelqu'un le récupère, il faut déjà qu'il comprenne ce qu'on lui dit. Puis après, il faut qu'il renvoie le message. Alors si on leur dit salut, bah après 8 ans, il nous dit Salut. Alors après, on se dit, bon, dans 8 ans, il faudra quand même qu'on ait un peu plus de conversation. De choses à lui dire, effectivement. Mais effectivement, moi je pense que c'est quand même très très peu probable qu'il y ait des aliens, hein, comme on les appelle, qui soient venus sur Terre, qui soient venus parce que c'est quand même très compliqué. Après on peut dire oui, mais vu notre technologie actuelle, après on pourra améliorer. Oui, mais même en améliorant les choses, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement compliqué de faire. Donc selon toi, le crash de Roswell, c'est pas vrai? Alors, je pense que ce n'est pas vrai. Après, je suis jamais fermé à l'étonnement. J'aime être étonné, alors j'aimerais pas après que les gens ils me disent ah ouais, mais moi je pensais là tu m'as un peu scié là quand tu m'as dit ça. Non, il y a quand même une très forte probabilité pour que ça ne soit pas quelque chose d'extraterrestre. Ok. Bon, on peut toujours essayer, on peut toujours avoir un petit espoir. Bon, Spock, il faisait de la téléportation, hein, après on sait pas. Oui, alors la téléportation, bon, pour l'instant c'est encore quelques kilomètres, hein, et puis que quelques particules, hein, pour l'instant, voilà. Bon. Voilà, d'où le crash, parce qu'il y a qu'un petit bout qui est arrivé, en fait, c'était ça. Ah voilà. Non, ça c'est dans Harry Potter où il y a des petits bouts qui peuvent rester sur place. C'est juste. Bon, très bien. Et on vous invite à venir voir cette conférence de Michel Mayor, très intéressante, qui aura lieu donc le 20 septembre au Théâtre du Crocheton à Montaix à 18h30. C'est gratuit. On a évidemment toutes les infos sur astrochablais.ch. Et puis vous retrouvez bien sûr le lien vers ce site dans la description de cet épisode. Merci Stéphane Davet. Mais avec très grand plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne suite. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi, il y a un nouvel invité chaque semaine.